Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Itinéraire croisé de deux amis résistants de Saône-et-Loire. Paul Pisselou, Jean Tortillé. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 56 716 0. EAN 9 782 296 567 160. Robert Chantin, Itinéraire croisé de deux amis résistants de Saône-et-Loire. Paul Pisselou, Jean Tortillé. L'Harmattan. Logique historique. Collection dirigée par Dominique Poulot. La collection s'attache à la conscience historique des cultures contemporaines. Elle accueille des travaux consacrés au poids de la durée, au legs d'événements clés, au façonnement de modèles ou de sources historiques, à l'invention de la tradition ou à la construction de généalogies. Les analyses de la mémoire et de la commémoration, de l'historiographie et de la patrimonialisation sont privilégiées, qui montrent comment des représentations du passé peuvent faire figure de logique historique. Déjà paru. Alain Colas, L'ascension sociale des notables urbains. L'exemple de Bourges, 1286 à 1600 2010. Caroline Barcellini, Le musée de l'armée et la fabrique de la nation. Histoire militaire, histoire nationale et enjeux muséographiques, 2010. J. Pedro Laurent, Les musées d'art moderne ou contemporain, une exploration conceptuelle et historique, 2009. Daniel Joanna, L'Europe est née en Grèce, 2009. Alain Servel, Histoire de la notabilité en pays d'Apt au XVIe-XVIIe siècle. Les mécanismes d'ascension sociale, 2009. Corinne Béliard, L'émancipation des femmes à l'épreuve de la philanthropie, 2009. Didier Fischer, L'homme providentiel de Thiers à De Gaulle, 2009. Olivier Chaibi, Jules Le Chevalier, pionnier de l'économie sociale, 1862 à 1862, 2009. Michel Amar, La famille La Rochefoucauld et le duché Péry de la Roche-Guyon au XVIIIe, 2008. Martine de la Judie, un savant au XIXe siècle, Urbain d'Orthez de Tessan, ingénieur hydrographe, 2008. Carole Espinosa, L'armée et la ville en France. 1815 à 1870. De la seconde Restauration à la veille du conflit franco-prussien, 2008. L'idée de cet ouvrage résulte de la conjonction de deux données, l'une s'inscrivant dans une certaine durée, l'autre relevant de l'instant. La première est constituée d'une longue proximité avec les deux personnages dont il est question ici. Une première rencontre remonte à 1994. À l'occasion du 40e anniversaire de la Libération, le quotidien local Le Journal de Saône-et-Loire prit l'initiative de publier un important supplément consacré à cet événement, particulièrement dans ses dimensions locales. À cette fin, il constitua une équipe d'historiens, d'acteurs et de journalistes. De cela résulta une importante brochure intitulée « Libéré ». C'est à cette occasion que j'entendis pour la première fois parler de Paul Pisselou et de Jean Tortillé. L'année suivante, à l'occasion des commémorations de la fin de la guerre, fut organisée à Buxy, ville de résidence de Paul Pisselou, une exposition consacrée à la résistance. Cette exposition était accueillie dans le caveau de la résidence du couple Oé-Mercier, membre de l'ANACR1, lui, ancien jeune maquisard dans les Cévennes, puis à l'âge adulte haut fonctionnaire de la FAO. Ainsi commencèrent avec ces deux personnages nombre de rencontres, de commémorations, d'organisation de lieux de mémoire, de rencontres festives, enfin d'accueil dans mes classes de lycée pour leurs témoignages d'anciens résistants, Paul Pisselou et d'anciens déportés résistants, Jean Tortillé. La seconde donnée, relevant d'une circonstance ponctuelle, fut constituée par une petite soirée organisée dans la ville de Saint-Rémy, commune périphérique de Chalon-sur-Saône, le 23 novembre 2007. Alors chargée de l'animation culturelle de la ville, Claudie de Winter, fille de Paul Pisselou, avait choisi pour l'une de ces soirées de faire témoigner les deux hommes, tout en apportant son témoignage de fille d'eux,
et en insérant la lecture d'extraits des feuillets d'hypnose de René Char II. La richesse des interventions, les réactions du public m'amenèrent alors à penser qu'il serait dommageable qu'il ne reste pas de traces de ces deux parcours, souvent entrecroisés, parfois séparés, en particulier par la déportation. Pour s'en tenir aux 15 dernières années, ils apparaissent tous deux comme d'infatigables témoins de ce qu'ils vécurent, acteurs actifs d'un travail de mémoire et organisateurs de la création de lieux de mémoire. Leur intervention annuelle dans mes cours d'histoire de lycée me permit de mesurer leur souci d'authenticité, leur prudence dans l'approche des faits vécus, leur capacité à susciter la réflexion et la pensée des jeunes adultes présents et leur permettre d'accéder à une pensée sur ce moment de l'histoire nationale. Une association nationale des anciens combattants de la résistance. Deux poètes membres du courant surréaliste, René Char fit le choix de la résistance armée sous le pseudonyme de Capitaine Alexandre. Chef du maquis de Céreste, Alpes de Haute-Provence, responsable du SAP, service des atterrissages et parachutages, de Haute-Durance, il écrivit au jour le jour ses feuillets, formidable témoignage sur les conditions du combat maquisard. Introduction. Un débat récurrent entre historiens, ethnologues, anthropologues, philosophes porte sur la ou les mémoires du passé, sur leur rapport avec l'histoire, sur la possibilité de celle-ci, dans sa relation complexe avec le passé, le présent, le futur. La mémoire du passé, constituée de façon plus ou moins réfléchie d'éléments de faits anciens, est associée à toute une série de référents dont la diversité en exprime la complexité. La formulation la plus usitée, la plus insistante, est celle du devoir de mémoire, souvent reprise de toute bonne foi lors de cérémonies commémoratives. Cette injonction moralisatrice, qualifiée de truisme incantatoire par l'historienne Annette Viviorca, prétend avoir une vertu pédagogique. Outre le fait qu'aucune vérification n'est venue appuyer cet espoir, elle s'abstient le plus souvent de trop s'interroger sur de quelle mémoire il s'agit, alors que chacun sait que tout événement est créateur de mémoires multiples, souvent en conflit. Plus féconde est l'exigence du travail de mémoire. Accordons-lui une double dimension. Celle du travail de réflexion de tout acteur sur son passé, celle du chercheur sur le cheminement des mémoires, sur les formes de mémorialisation, sur les énoncés successifs de la part des acteurs. La référence insistante au recours systématique à la mémoire du passé a suscité des réactions négatives. Ainsi Svetan Todorov a pu réfléchir sur les abus de la mémoire 3, ceux-ci présentant le risque de détourner l'attention des problèmes du présent et de l'avenir. Pour sa part, le philosophe Paul Ricoeur, dont une part de l'œuvre porte sur la mémoire et ses rapports à l'histoire, met en parallèle négatif le trop de mémoire et le trop d'oubli, excès nous offrant un triste spectacle. 4. La question se complexifie dès lors que l'on s'interroge sur les différents types de mémoire. La mémoire collective comme la mémoire officielle n'apparaissent pas particulièrement pertinentes, la première diffuse, fluctuante au gré des modes, la seconde, énoncée par l'État ou par ses structures, prescrit ce qu'il faut penser de telle ou telle situation ou personnage. Leurs références répondent généralement à des considérations très éloignées du strict respect de la réalité des faits. Le poids actuel des médias, la fascination devant le recours à l'immédiateté tendent à privilégier une mémoire constituée du duo infernal émotion-compassion, source d'approche victimaire des situations. La mémoire officielle, sans se priver de recourir à cette approche, se révèle très dépendante des enjeux politiques du moment. Deux exemples, séparés de 43 ans, sont révélateurs. L'année 1964, marquée par le retour des cendres de Jean Moulin au Panthéon au cours d'une cérémonie grandiose, a coïncidé avec la quasi-disparition de Pierre Brossolette dans l'attribution de son nom à des rues, places ou établissements scolaires, au profit du premier. Bien entendu, cela n'était en rien le résultat d'une réévaluation du rôle de chacun, de la part des historiens. En 2007, le président de la République nouvellement élu décida de faire de Guy Môquet une sorte d'icône pour la jeunesse, en faisant lire sa lettre d'adieu aux collégiens et lycéens, avant que cette initiative disparaisse subrepticement depuis. Le rôle joué par cette jeune victime n'avait en rien changé, seul l'usage de la mémoire par la présidence de la République avait varié. Ces deux types de mémoire sont alors porteurs d'incertitudes, de fluctuations de mémoire, de conflits confusionnistes. Cela vaut bien sûr pour tous les grands événements historiques, qu'ils soient lointains ou proches de nous.
La décision du président Chirac de faire du 5 décembre une date commémorative pour la fin de la guerre d'Algérie, alors que l'immense majorité des appelés du contingent et de leurs familles font du 19 mars 1962 la fin de leur cauchemar, donc la date à commémorer et célébrer, est emblématique de cette tendance de l'État et de ceux qui le dirigent d'utiliser le passé pour d'autres motivations que le respect de la réalité. Reste la mémoire individuelle ou celle de petits groupes, telle qu'elle est encore formulée lorsque l'événement est proche, ou telle que l'écrit et les lieux l'expriment. L'enquête qui suit s'appuie pour l'essentiel sur le témoignage des deux hommes en question. La mémoire individuelle n'a certes pas par nature une vertu immanente d'authenticité, mais elle possède cependant une plus forte propension à dire la réalité des faits. Cela est d'autant plus vrai lorsque les témoignages recueillis proviennent d'hommes connus de longue date par l'auteur, avec de nombreuses occasions de percevoir la cohérence des souvenirs, l'absence totale d'héroïsation suspecte, le recoupement avec d'autres sources orales ou écrites, le témoignage de compagnons de combat parfois jamais revus depuis la libération. Alors s'ouvre la possibilité d'une histoire des itinéraires croisés, de l'enfance au grand âge, jalonnée de périodes de vie proches mais aussi de coupures, dans les combats résistants comme dans le travail de mémoire, intellectuel et militant. Il reste que cette histoire s'écrit sous condition. L'historien doit se préserver de la manie actuelle d'anachronisme, dénoncée par Eric Hobsbawm, qui relève pour lui de la projection dans le passé des désirs du temps présent 5. Ce risque est identifié par Annette Vivior-Cassis. Certes, l'historien est supposé être capable d'ascèse, d'esprit critique, de mettre à distance ses émotions, ses sympathies ou ses antipathies, de faire le tri dans les représentations qui se forment quand il écrit et dans les débats dire le vrai et le juste. Il se trouve néanmoins dans une situation qui rend difficile un travail sans cesse balayé par les feux de l'actualité, où les problèmes s'embrouillent et se mêlent, où les enjeux politiques piègent parfois les enjeux éthiques. Cette mise en garde salutaire mérite néanmoins quelques nuances. Que l'expertise réelle ou supposée de l'historien sur tel ou tel sujet le constitue en référence universelle auprès de médias en recherche de respectabilité soit à prohiber ne fait pas de doute. Par contre, l'esprit critique nécessaire n'exige en rien une froide distance rejetant toute empathie avec son sujet, pas plus que le refus de prendre parti. Cette possibilité est revendiquée par Pierre Laborie-Sette, lorsqu'il estime que l'historien doit être un trouble mémoire, attentif à rappeler que des lignes de partage existent, que tous les écarts ne sont pas réductibles. Écart entre la conviction de l'expérience vécue et les interrogations critiques portées de plus loin sur le déroulement du passé. Écart entre les vertus de la commémoration et la rigueur de la méthode historique. Écart entre les amnésies ponctuelles ou les arrangements du temps remodelés et les dures réalités de la chronologie minutieusement reconstituée. Un exemple récent me fut fourni par une fille de résistant, me rappelant sentencieusement les 4 années de maquis de son père. Tout cela crée une tension bien réelle entre mémoire et histoire et pose de fortes exigences. Les qualités des deux hommes en question constituent en l'occurrence une sérieuse garantie. D'homme il sera donc question, et ainsi que nous l'a transmis Marc Bloch 8, l'objet de l'histoire est par nature l'homme. Disons mieux les hommes. Ce sont les hommes que l'historien veut saisir. Qui n'y parvient pas ne sera jamais, au mieux, qu'un manœuvre de l'érudition. Le bon historien, lui, ressemble à l'ogre de la légende. Il sait que là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. Paul et Jean seront donc notre gibier. 3 Todorov Tvezetan, Les abus de la mémoire, Arléa, 1998. 4 Ricoeur Paul, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Le Seuil, 2000. 5 Diogène numéro 68, octobre-décembre 1994, numéro spécial La responsabilité de l'historien. 6 Viviorca Annette, L'ère du témoin, plomb 1998, page 14. 7 Laborie-Pierre, Histoire et résistance, des historiens trouble-mémoire, une histoire du temps présent en hommage à François Bédarida, CNRS édition, 1993, page 140 à 141. 8 Bloch-Marc, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, édition 1993, Armand Collin, page 83. Première partie, de l'enfance à la guerre et au début de l'occupation. Jean Tortillé, Une enfance difficile. Orphelin de mère. Jean naît le 3 août 1926 à Vaux-en-Pré,
aux confins du Charolais et de l'arrière-côte chalonnaise. Il a 2 sœurs aînées, Marie née en 1922 et Denise née en 1924. En 1930 suit un second garçon, André. En 1933, la mère de Jean, malade depuis plusieurs années, décède atteinte par la tuberculose. Jean a peu connu ses grands-parents maternels, précocement emportés par la même maladie. Cela explique que les enfants tortillés furent régulièrement surveillés au dispensaire de Chalon-sur-Saône. Les difficultés liées au décès de son épouse obligèrent le père de mettre son plus jeune fils en nourrice à Fontaine, village proche de Chalon-sur-Saône. Faute de moyens, il dut rapidement le récupérer, la sœur aînée servant de substitut à la mère. Les grands-parents paternels étaient propriétaires d'une petite exploitation viticole. Leurs revenus ne leur permettaient pas de posséder de cheval. Jean se souvient avoir vu, enfant, sa grand-mère conduisant les 2 vaches au labour, ce qui lui permit de mesurer le saut qualitatif constitué par le passage au cheval, mode de traction utilisé par son père une bonne partie de sa carrière. Les pérégrinations de la famille Tortillé. À Vaux-en-Près, le père exploite en métayage une exploitation associant viticulture dominante et polyculture céréalière et laitière, complétée par l'élevage de petits animaux, volailles et lapins. Nous sommes là dans le registre d'une agriculture très modeste, largement autoconsommatrice, le vin constituant l'essentiel de l'échange commercial. Il est limité par l'absence d'appellation noble du vin produit, comme par la situation extrêmement difficile des vignobles en ces années 20 à 302. En 1928, la famille quitte Vaux-en-Près pour s'installer à Saint-Martin-du-Tartre, à quelques kilomètres. Le père a trouvé une exploitation plus importante, toujours en polyculture, cette fois à dominante laitière et céréalière. Celle-ci est en fermage, mode de faire valoir plus moderne que le métayage, en prévoyant la location de la terre à son exploitant. Cet épisode est bref puisque dès 1931, la famille migre vers une autre exploitation à Cules-les-Roches, ce jusqu'en 1936. Jean garde un souvenir partagé de cette période. La famille vit très modestement, les enfants n'ayant droit qu'au strict minimum. Par contre, les habitants du village, émus par le sort de ces enfants privés de la présence d'une mère et vivant dans un certain dénuement, entourent Jean de beaucoup de tendresse. C'est moins vrai pour le père, anticlérical radical dans un village très catholique. La réunion des hommes au café du village les dimanches après-midi pour jouer aux cartes voit souvent le ton monter entre les 3 ou 4 anticléricaux et le reste des consommateurs. En 1936, c'est à Bissy-sur-Flay que la famille s'installe. Jean, hormis les temps de déportation, y séjourna jusqu'en 1973. Cette fois, le père est à la tête d'une exploitation plus importante, toujours en fermage. Ce sont des temps plus favorables aux agriculteurs, avec le redressement des prix en partie grâce à l'office du blé mis en place par le Front populaire. La famille Tortillé accède à une certaine aisance, toute relative, mais notable par rapport au temps précédent. La figure du père. Le père de Jean fit partie de la dernière classe mobilisée pour la guerre en 1918. Il fut durablement marqué par l'ampleur des pertes subies par les appelés de la classe précédente, engagés face à l'ultime offensive allemande du printemps 1983, sans grande formation. Après l'armistice de novembre, il participa à l'occupation de la Rhénanie. S'il gardait un souvenir plutôt agréable de cet épisode, il fut durablement marqué par la guerre, dont il parlait souvent en termes très violents. Son pacifisme radical fut probablement le socle de sa proximité avec le PCF naissant, seul à se revendiquer du refus de l'union sacrée constituée depuis 1914. De ce père, confronté à de grandes difficultés à la suite du décès de son épouse, Jean Tortillé retient sa capacité à accorder à son fils des responsabilités importantes alors qu'il n'avait que 13 à 14 ans. Nous sommes là de façon caractéristique au cœur d'une réalité, où contraintes nées d'une situation difficile et capacité des individus rentrent en dynamique positive. Si le père Tortillé n'eut guère le choix de transférer sur son fils des responsabilités importantes, il sut de plus reconnaître chez ce dernier de réelles capacités à les assumer. Cela contribua à faire mûrir précocement un adolescent, déjà en avance pour son âge. Lors de la déclaration de guerre en septembre 1939, le père est brièvement convoqué au chef-lieu de canton. Au moment de son départ, il confie à son fils : «
Tu vas t'occuper de tout, je ne pense pas être parti pour longtemps. » Effectivement, son âge et sa situation de famille firent qu'il fut rapidement renvoyé dans ses foyers. Par contre, lorsqu'il fallut acheminer les chevaux réquisitionnés au centre de regroupement d'Auxonne, siège d'un régiment du train, c'est une absence paternelle de 10 jours qui imposa à Jean, alors âgé de 13 ans, d'assurer les tâches paternelles. De ces 2 épisodes, le père Tortiller sort effondré, convaincu que la guerre durera aussi longtemps que la première. Il entre dans une sorte de prostration, renonçant à pratiquer les semis de céréales d'automne. C'est Jean qui parvint à semer 1 hectare de blé. Ce n'est qu'au printemps 1940 que le père sortit de cette torpeur. Jean, au sein de ces situations. Jean sut manifestement attirer la sympathie des gens. L'épisode de Cules-les-Roches le vit fréquenter le catéchisme, sans grande conviction, le père l'incitant à plutôt apprendre ses leçons de l'école. Le curé du village lui permit cependant de faire sa communion solennelle, bien qu'il n'ait pas satisfait à l'examen de rigueur. Cette indulgence s'expliquait. C'est Jean ou ses sœurs qui quotidiennement livraient son lait au prêtre, dont la cure jouxtait la ferme Tortiller. Il fit aussi l'objet de beaucoup d'affection de la part de son institutrice, célibataire, qui le gardait souvent le soir, lui offrant chocolat et confiture. Mais c'est à Bissy-sur-Flay qu'il noua les liens les plus forts. La majorité de la population était nettement orientée à gauche de l'échiquier politique. Les élections municipales de 1935 avaient élu un conseil municipal, dont un seul membre n'était pas communiste. C'est pourtant celui-ci, Adrien Thévenot IV, qui fut élu maire, du fait de ses plus grandes disponibilités. La nécessité pour Jean de participer aux travaux de la ferme explique une fréquentation aléatoire de l'école. L'école communale de Bissy-sur-Flay était tenue par le couple d'instituteurs Pisselou, parents de Paul. Jean garde une grande révérence pour Antoine Pisselou qui fit tout pour compenser des absences dont il comprenait les motifs 5. Une fréquentation plus régulière au cours de l'hiver 1939 à 1940 permit à Jean de passer le certificat d'études primaires au printemps 1940. Ensuite, il suivit l'enseignement d'un instituteur agricole itinérant quelques heures, 1 jour par semaine. Bissy-sur-Flay est un petit village dont la population était principalement constituée d'une paysannerie modeste, même si son sort s'était grandement amélioré depuis 1936. Des liens de sociabilité forts soudaient cette petite communauté dont émergent quelques figures marquantes. Le couple Tussaud, Jeanne et Charles, métayers au château fondé par la famille de Thiard VI, Jean-Marie Baudrat, réputé pour dire des poèmes de Victor Hugo tout en travaillant ses vignes, et bien sûr le couple Pisselou. De l'irruption de la guerre à 1942. La campagne de mai-juin 1940 frappe Bissy-sur-Flay à double titre. 8 des mobilisés sont faits prisonniers. Des troupes en déroute passent par le village, et Jean se souvient de l'accueil à la ferme familiale d'une unité dont certains soldats étaient noirs. C'était pour lui le premier contact avec les membres d'une population connue jusque-là, par le seul biais de livres d'histoire à fort relent colonialiste. La mère élue en 1935 abandonna sa population, et au volant de la traction Citroën familiale, chercha à fuir devant l'avance allemande. À son retour, un nouveau maire, Jean Rizet, avait été désigné en délégation spéciale par la préfecture de Mâcon. Ce dernier, ancien officier de l'armée, appliqua avec zèle la politique de Vichy. Jean estime aujourd'hui qu'avec Thévenot cela se serait mieux passé, malgré la couardise qui avait été la sienne dans la tourmente de juin 1940. Lorsque le 29 août 1940 le gouvernement présidé par Pétain institua la Légion des combattants 7, la plupart des anciens combattants de Bissy-sur-Flay refusèrent d'y adhérer. Les 2 ou 3 indécis furent vertement apostrophés par le père Tortiller, ce qui les convainquit de suivre la majorité. Finalement, seul le maire y adhéra. Le problème majeur rencontré par les paysans, outre le manque d'intrants pour leur activité, était constitué par les réquisitions d'une partie significative de leur production. Le prétexte officiel de nourrir les villes ne trompait personne, et les veillées, agrémentées de jeux de tarot et de dégustation de châtaignes arrosées de vin blanc, permettaient de dénoncer ce pillage au profit de l'occupant.
L'opposition du père Tortillé à ces pratiques l'amena à être dénoncé en 1942 par le maire du village auprès de la justice, pour entrave au ravitaillement. Il fut condamné à 1 mois de prison ferme, peine accomplie à la prison de Mâcon. Cet emprisonnement correspondait à la période des battages. C'est donc à Jean qu'échut la responsabilité de leur organisation. Il en rendait compte à son père lors des visites qu'il lui rendait, ralliant Mâcon distante de 60 km à bicyclette. À l'issue de sa peine, le père fut libéré à son grand soulagement. En effet, la pratique courante de la police de Vichy était de transférer en centre de détention les communistes ou autres opposants à la politique de collaboration à l'issue de leur peine 8. Tenant compte de sa situation familiale et de son bon comportement, le directeur de la prison de Mâcon décida de contrevenir à cette pratique et libéra le père Tortillé, non sans lui conseiller vigoureusement de désormais se tenir sur ses gardes. Cela explique pour Jean l'extrême réserve qu'il afficha, y compris auprès de ses enfants. Paul Pisselou, de l'enfance au chantier de jeunesse. Un double héritage familial. Le grand-père paternel de Paul était ouvrier à la fonderie Henri-Paul de Montchanin. Cette usine constituait un des maillons de l'ensemble intégré des usines Schneider du Creusot, des hauts fourneaux à la production d'armes et de locomotives. Ces usines furent au XIXe siècle une des formes les plus abouties du paternalisme patronal. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.